Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, mardi 25 mars 2025, ravi de vous retrouver en cette première semaine du printemps alors que nous quittons un hiver difficile, un hiver piégeux, piégeux pour les actifs risqués, piégeux pour le cours du Bitcoin, mais vous connaissez mon point de vue que je répète ici chaque semaine, le cycle haussier du Bitcoin lié au halving, du mois d'avril, oui c'est difficile, au halving du mois d'avril 2024 est encore long, il se termine en fin d'année et ce premier trimestre qui sera un premier trimestre mauvais pour le cours du Bitcoin n'est pas un argument de fin de cycle alors que devant nous, quelque part en avril et probablement sur une petite partie aussi du mois de mai, peut-être davantage, va commencer une période plus favorable d'un point de vue de la liquidité du marché et de la liquidité mondiale, d'un point de vue de la saisonnalité. Alors, attention, saisonnalité, répétition de cycle, je fais référence à une approche saisonnière, à une approche calendaire et non pas à une approche liée à la répétition de cycle. Halving, vous savez que lorsque l'on compare les différents cycles, notre cycle actuel, en termes de coefficient de corrélation, donc vous savez ce que c'est qu'un coefficient de corrélation linéaire, entre 0 et 1, quand c'est positif, jusqu'à moins 1 quand c'est négatif, quand c'est égal à 1, c'est que c'est quasiment parfaitement corrélé. Bon, le coefficient de corrélation linéaire, entre notre cycle et les cycles passés, bon, c'est le cycle de 2016 dont on s'approche le plus. Et ça, c'est intéressant pour la répétition calendaire. Ça tombe bien, 2016, sur cette période d'avril-mai, ça avait été plutôt favorable. Alors, répétition calendaire, liquidité, bon, très bien. Mais face à cela, que penser de la politique monétaire de la Réserve fédérale ou encore de la guerre commerciale? D'ailleurs, retenez la date du mercredi 2 avril pour le point de départ des tarifs dits réciproques. Mais dans quelle mesure seront-ils réciproques? Est-ce que cela va concerner tous les secteurs? Nous attendons des précisions d'ici là. Vous savez qu'il y a des négociations en cours actuellement entre les États-Unis, le secrétaire au commerce, la Commission européenne, la Chine, bon, et puis la géopolitique, bien sûr. Alors, lorsqu'on met tout ça dans la tambouille, eh bien, deux avis s'opposent. Mais vous les connaissez, ces avis, vous parcourez comme moi. Alors, si vous regardez que mes vidéos, je vous en remercie, mais franchement, ne faites pas ça. Vous parcourez comme moi beaucoup de contenu ci et là, et vous avez vu les deux camps qui s'opposent férocement, les deux camps rassemblés sur le terrain de football, les deux camps qui s'affrontent dans une partie de tennis à mort. L'école du bear market, je tourne l'œil, et l'école du simple correction intermédiaire pour repartir et finir le cycle comme on le finit chaque fois à la fin de l'année qui suit le halving, c'est-à-dire entre octobre et décembre prochain. Votre humble serviteur, qui s'est planté en février, faut le reconnaître, fait partie de cette deuxième école. Et donc, je vous propose de refaire un point complet, comme chaque mardi. On va parler analyse technique, on va reparler liquidité, on va reparler réserve fédérale des États-Unis, on va reparler guerre commerciale. C'est important la Fed, ça reste une clé. On va parler inflation, il y a l'inflation PCE-US ce vendredi 28. On va parler psychologie de marché, sentiments, analyse technique, beaucoup de choses. Et puis oui, on va aussi parler des altes. Ces bonnes vieilles altes, bon. Est-ce qu'elles ont touché leur bottom? Même ceux qui ont creusé, sont-elles arrivées au centre de la Terre? BNB, Solana, ETH, Gold. Voilà le programme de cette nouvelle édition du Cryptost Technical Briefing. Chers amis, offre flash 72 heures, tout le service Cryptost Academy sur lequel vous me retrouvez chaque matin pour mon analyse crypto à moins 50% à vie, 24,99 par mois. C'est valable pendant 3 jours. Voilà comment ça se présente, des formations, du coaching individuel, des analyses, moi vous me retrouvez chaque matin, des airdrops, des analyses techniques, suivi de portefeuille, des formations, des chats ici pour interagir en temps réel. Foncez, profitez-en. Moi je reste convaincu que nous avons une phase de bull run d'ici la fin de l'année, alors profitons-en ensemble. Alors est-ce que le cours du Bitcoin va pouvoir se caler sur ce que nous annonce la liquidité mondiale
Donc indicateur précurseur sur le mois d'avril et le mois de mai, je pense que cela va être en grande partie lié aux fondamentaux, et en particulier deux choses qui comptent, le Trump put et le Fed put. Alors pour Donald Trump, tout dépendra des annonces mercredi 2 avril prochain, vous savez, le fameux jour de la libération, enfin c'est comme ça que Donald Trump l'appelle, Liberation Day, c'est-à-dire le jour, mercredi 2 avril, où sont mis en place les fameux tarifs douaniers réciproques, sachant qu'actuellement ça négocie entre les États-Unis, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, les États-Unis et de nombreux partenaires commerciaux avec lesquels les États-Unis ont un déficit. Les tarifs réciproques, c'est un moindre mal, parce qu'il s'agit simplement de s'ajuster aux tarifs douaniers que la partie adverse, entre guillemets, applique, donc ce n'est pas une hausse significative des tarifs douaniers. Dans les tarifs réciproques, il y a des négociations en cours actuellement pour savoir si certains secteurs clés seront exclus ou pas. Nous ne savons pas. Et ça, ce sont des éléments qui seront livrés d'ici le 2 avril. Enfin, le 2 avril. Donc d'ici là, le marché peut avoir du mal bien sûr, à se libérer. Et puis, bien sûr, je vais revenir dessus. La Réserve fédérale des États-Unis la semaine dernière qui laisse la porte ouverte à 2, peut-être 3 baisses de taux cette année. Et elle, toujours en lien avec ses fondamentaux, elle ne s'inquiète pas d'ailleurs d'un rebond éventuel de l'inflation qu'elle juge transitoire. Et d'ailleurs, ce vendredi, 28 mars, vous avez l'inflation US selon le PCE. Donc, vendredi 28 mars, l'inflation US selon le PCE, l'indice favori de la Fed. Mercredi 2 avril, le jour de mise en place des tarifs douaniers dits réciproques avec tous les détails. Il va falloir que le marché prenne connaissance de tous ces éléments pour être capable, je parle des actifs risqués, pour être capable de se caler à ce qu'a fait la liquidité mondiale depuis le début de l'année. Alors bon, je vous présente ça depuis 2-3 semaines parce que ça circule partout. Je vous remonte le principe, cette fameuse liquidité mondiale qui consiste en fait en l'addition des M2 de chaque pays. Donc la masse monétaire M1, c'est votre cash, votre liquide, plus votre compte courant. La masse monétaire M2 va ajouter tous vos comptes épargne, plus tous les placements d'épargne inférieurs à 2 ans, etc. etc. Alors, lorsque vous additionnez, donc, dans M2, vous retrouvez M1. Donc M2, c'est M1 plus tout ce que je viens de vous dire sur les comptes épargne. Et lorsque vous faites l'addition des M2 de tous les pays, vous avez donc la liquidité mondiale. Ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est que le rebond constaté, donc là c'est la corrélation long terme entre le M2 et le S&P 500, et avec le cours du Bitcoin, quelque chose qui est encore plus étonnant, c'est quasiment une courbe copier-coller avec donc la liquidité mondiale qui serait en avance, alors de 70 à 100 jours. Donc s'il s'agit de 70 jours, nous sommes entrés dans cette période qui est censée voir la liquidité mondiale commencer à nous soutenir. Si c'est 100 jours, c'est plutôt dans la seconde partie du mois d'avril. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, enfin intéressant, alors ici vous avez la courbe de la liquidité mondiale et là le BTC, donc effectivement là ça topait le point bas, là ça topait le point haut. Ensuite toute la baisse de la liquidité annonçait sous cette phase de baisse. Là vous avez la même courbe sauf qu'elle est translatée donc de 10 semaines pour pouvoir tenir compte de ce lag de 70 jours. Et effectivement nous sommes rentrés dans cette période d'avril qui est censé nous mener jusqu'à mi-mai, puisque vous constatez que la liquidité mondiale reprend la direction du sud, donc refait un sommet, refait en fait le même sommet qu'ici, ce qui nous emmène jusqu'à mi-mai. Alors, est-ce que le marché va être capable, sur avril et jusqu'à mi-mai, de se caler, de profiter de cette liquidité mondiale en rebond? La grosse partie de cette liquidité en rebond, c'était la liquidité chinoise, la liquidité de l'Union européenne, enfin de la zone euro, avec de meilleures conditions monétaires. Manquait la Réserve fédérale des États-Unis. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la décision de politique monétaire de la Fed la semaine dernière, la Fed nous annonce à partir du mois d'avril qu'elle va diminuer la vitesse de baisse de son bilan. Donc dans la liquidité, alors la liquidité aux États-Unis, vous voyez la différence entre ce qu'a fait la liquidité mondiale depuis le début de l'année, où nous devrions bientôt en bénéficier, avec ce qu'a fait la liquidité nette aux États-Unis, elle qui est parfaitement plate, même si depuis quelques semaines elle rebondit légèrement. C'est le mois d'avril qui va être intéressant parce que dans cette liquidité nette aux États-Unis, vous avez dans le calcul le bilan de la Fed, et ce bilan de la Fed va se réduire moins vite à partir d'avril, donc ce qui devrait aider le M2 et la liquidité nette aux États-Unis à remonter.
Maintenant, pour que le M2 US se mette vraiment à remonter, il faut que la Réserve fédérale des États-Unis reprenne la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et désormais, le marché envisage éventuellement 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, ou 2 et une troisième en janvier 2026. Bon, lorsque vous agrégez avec ce que pensent les membres du FOMC, c'est à peu près pareil. Donc 2 ou 3 baisses de taux, ça va dépendre des fondamentaux, ça va dépendre de l'emploi, ça va dépendre de l'inflation, ça va dépendre si les tarifs douaniers, les fameux tarifs réciproques, créent une pression inflationniste à court terme ou pas. En tout cas, la Réserve fédérale des États-Unis reste archi confiante, puisque je vous rappelle qu'elle a relevé ses anticipations d'inflation pour cette année, en fait en se baquant, en se donnant de la marge, mais qu'en même temps, elle a confirmé qu'elle baisserait ses taux 2 fois cette année. D'ailleurs, elle a relevé ses anticipations d'inflation, et elle nous donne du 2,7 pour le PCE core nominal et du 2,8 pour le PCE core. D'ailleurs, cette semaine, vendredi 28 mars, vous avez donc la mise à jour du PCE core et du PCE nominal. Le PCE nominal est déjà à 2,5, le PCE core est déjà à 2,6, et selon les indicateurs avancés, le PCE core devrait rester stable, mais par contre le PCE nominal devrait baisser, en grande partie parce que le prix de l'énergie a baissé. Bon, ça on verra, c'est vendredi. Et donc tout ça pour dire que, effectivement, il y a énormément d'attentes que les actifs risqués finissent par bénéficier de cette hausse de la liquidité, comme ce fut le cas en fait, si vous prenez depuis le début du cycle, la liquidité en hausse quelques temps après BTC Pump, la liquidité en baisse, la liquidité en hausse, la liquidité en range, le BTC en range, le BTC en pump, le BTC en range, le BTC en pump, la liquidité en pump, le BTC en pump, la liquidité en drop, le BTC en drop, et donc tout le monde attend la liquidité à pumper, et tout le monde attend ce que ça permette, alors ce qui est déjà un petit peu le cas, on se reprend un peu au BTC de repartir, mais bien sûr ce qui compte c'est de comprendre ce qui se cachait derrière ce rebond de la liquidité, et c'est en grande partie la baisse du dollar US, puisque je vous rappelle que dans cette addition des liquidités mondiales, les liquidités des autres pays sont dans leur propre monnaie, et le dollar américain a fortement baissé, le DXY a fortement baissé depuis le début de l'année. Donc il y a eu un effet dollar US, mais il y a aussi le M2 chinois, le M2 européen, mais le M2 américain n'a pas assez participé. Donc c'est là où on s'interroge. Si le M2 américain n'a pas assez participé, est-ce qu'on y est vraiment? Bon, parce que si on regarde la liquidité nette aux États-Unis, alors oui, elle rebondit légèrement, mais ce rebond n'a commencé qu'il y a un mois, alors que la liquidité mondiale, c'est depuis le début de l'année. Alors voilà, bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que moi je regarde, bon, ça bien sûr que c'est important de le regarder, mais je jette surtout un œil à la liquidité aux États-Unis, et là c'est le bilan de la Fed, et là c'est les perspectives de taux de la Fed. Donc là-dessus, il reste de l'incertitude. Alors, bon, rapidement, et que je le remontre un peu chaque semaine, moi je reste dans mon idée que le cycle Bitcoin est encore long. Le cycle Bitcoin est encore long, vous pouvez constater donc que chaque cycle est lié à un halving, et chaque cycle est lié à un halving. Donc là, j'ai le Bitcoin depuis les quelques centimes depuis 2010, et chaque cycle a vu sa durée augmenter. Par exemple, le premier cycle, c'était 52 semaines, le point haut s'est fait 52 semaines après le halving. Le second cycle, 75 semaines après le halving. Le troisième cycle, 78 semaines après le halving. Là, c'est notre quatrième cycle. J'ai simplement, si je reporte 75, qui est la durée du cycle de 2016. Alors me direz-vous, pourquoi j'ai mis 75 et pas... Alors là, on a fait 52, 75, 78. Pourquoi je ne mets pas 80 pour continuer cette dynamique de croissance de durée des cycles? Parce que je vais être minimaliste. Donc 75, il y a deux raisons. Déjà, j'ai repris la durée de 2016, parce qu'en fait, en termes de coefficient de corrélation linéaire, eh bien, le cycle actuel se rapproche le plus du cycle de 2016. Donc voilà, je pars de ce principe-là, puisqu'en termes de corrélation, c'est... Alors, on ne fait pas copier-coller, je vais vous montrer une courbe après. Mais en termes de corrélation, c'est là où on s'en rapproche le plus. Je crois que c'est autour de 0,75, 0,80, ce qui est pas mal comme coefficient de corrélation linéaire. Donc je prends cette durée. Ça nous emmène en septembre. Mais c'est vrai que si on applique le principe de cycle de plus en plus long, 52 semaines, 75 semaines, 78 semaines, et si je fais 80 semaines, ça nous envoie plutôt vers novembre. Donc le cycle est encore long, et vous savez, Bitcoin capable de rien faire pendant des mois et des mois, et en 3 semaines, en fait, si vous prenez le BTC depuis le début du cycle, il fait rien pendant des mois, en fait il monte pendant 3 semames et il refait rien. Donc en fait ces 3 semaines, peut-être que ça arrivera qu'en octobre, novembre prochain, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, donc voilà. Enfin en tout cas, c'est important de rappeler que ce cycle est encore
est encore long. Et là, je vous parlais donc de corrélation avec le cycle de 2016. Et sur ce graphique, alors attendez, hop, je vous montre la source. Voilà, la source est ici, comme ça vous pouvez aller le chercher si ça vous intéresse aussi sur Twitter. Eh bien, donc, notre cycle, nous sommes en noir. Le cycle ici en jaune, c'est 2020. En bleu, c'est 2016. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que justement, à partir de fin mars, début avril, donc regardez, là, nous sommes là. Là, c'était fin mars. Et de fin mars jusqu'à mi-mai, le cycle de 2016 était en pump. Regardez, en bleu. De fin mars jusqu'à mi-mai, le cycle de 2016 était en pump. Donc nous, encore une fois, il va falloir qu'on attende les détails du 2 avril de Trump. Donc d'ici le 2 avril, je vois pas vraiment le truc, voilà, il y a trop d'incertitudes. C'est mercredi prochain. Mais voilà, en termes de saisonnalité et de corrélation avec 2016, alors c'est pas du copier-coller, mais c'est juste mathématique. Là déjà, visuellement, on peut voir qu'il y a des mouvements assez proches, mais c'est juste en termes Par contre, février, pas du tout. Donc, c'est depuis le début du cycle qu'il y a un coefficient de corrélation intéressant, mais par exemple, en février, on a fait l'opposé. Donc, c'est une moyenne sur une année. C'est une moyenne depuis le début du cycle, mais parfois, sur un mois, on fait le contraire. Voilà, en tout cas, là, on a une grande période d'avancée du cycle de 2016, et nos données de liquidité semblent nous dire aussi que jusqu'à mi-mai, il y a un truc pas mal qui devrait arriver. Donc, on a un croisement de la liquidité et de la saisonnalité calendaire. Je ne parle pas de la répétition de cycle en tenant compte du nombre de jours après le halving, qui, elle, nous annonce un effondrement depuis cette semaine. Donc, c'est pourquoi il faut toujours être prudent avec ces outils. Alors, le BTC essaie de faire quelque chose. Alors, le marché tient toujours. Je vais aller vous rechercher ça, où est mon chart, mon fameux graphique de l'espoir. Voilà, le fameux graphique de l'espoir, où effectivement, tant qu'on tient cette zone, en fait c'est simple, c'est l'axe ATH, c'est la zone des 70-75, il y a toujours la possibilité que le marché, en fait, dans ce drop de l'hiver, ait effectué un simple mouvement de retour pour repartir en avant. Vous avez donc ici la fameuse trendline de ce qu'on pourrait appeler la ligne de coup. Le marché a tenu la moyenne mobile à 50 semaines. Beaucoup mettent en avant depuis hier le H-Ribbon Indicator qui redonne un signal de pump après une phase de capitulation des mineurs cet hiver. Ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu une phase de capitulation, puis le signal de buy, une phase de capitulation, puis le signal de buy, une phase de capitulation, puis le signal de buy, et là, une capitulation, puis le signal de buy, c'est qu'on n'était pas loin d'un redémarrage. Bon, vous avez ce support de RSI, vous avez en données journalières, vous avez les divergences de fin août que là on commence à retrouver en données journalières sur le cours du BTC. Vous avez un environnement de peur qui, depuis le début du cycle, à chaque fois, ici selon le funding, des ventes dominantes, c'est à la fin du range. Des ventes dominantes, c'est à la fin du range. Bitcoin est en noir. Des ventes dominantes, on se dit que ça peut être la fin du range. Depuis le début du cycle, de la peur, c'était la fin du range. De la peur, c'était la fin du range. De la peur, c'était la fin du range. Enfin, le range, là, ce sont plutôt des corrections descendantes. Quand même, le marché nous a quand même mis dans la figure un moins 29% depuis le record. D'ailleurs, moins 29% depuis le record, je vous faisais la comparaison avec le cycle de 2016, qui, lui, nous a mis 1, 2, 3 corrections de 30 à 40% dans le développement de son cycle, qui s'est terminé mi-décembre de l'année qui suivait le halving. Donc voilà, je vous remontre ici, le cycle de 2016 est en bleu, nous sommes en noir. Ça d'ailleurs permet de rappeler, là aussi, vous pouvez aussi regarder 2020, le cycle se termine bien à la fin de l'année. Donc il reste tout cet espace-là dans lequel on est en droit d'attendre quelque chose. Il y a une autre école qui pense que nous sommes déjà en bear market depuis ici. Il y a une école qui pense que nous sommes en bear market depuis ici, et donc là qu'on est parti pour un gros bear market d'un an et demi, 2 ans, je sais pas quand, où il n'y a plus de cycle. Voilà. On peut encore faire plus simple. Moi, je ne fais pas partie de cette école.
Alors, à très court terme, c'est un peu caca ce qui nous fait le truc. Il s'accroche ici à des trendlines. Les trendlines sont ici. Avec la Fed, on dépasse la moyenne mobile à 200, on réintègre. On redépasse en début de semaine. Donc, à très court terme, tout l'enjeu est de tenir SMA 200 et EMA 200. Vous les avez ici. En gros, bon, vous avez ici le graphique intraday, voilà. C'est cette pattern-là qu'il ne faut absolument pas activer. On voit que le marché là a une façon de remonter qui n'est pas un dépassement de résistance significatif. C'est vraiment cette zone-là qu'il faut tenir pour éviter que le marché fasse encore un dernier plus bas avant de repartir. Donc, cette semaine, c'est l'inflation PCE vendredi. Mais le marché, en fait, tous les jours sont diffusés par la presse des éléments d'information sur ces fameux tarifs réciproques ça inquiète complètement l'économie mondiale. C'est un game changer. Si c'est simplement des tarifs réciproques et qu'on exclut certains secteurs industriels sensibles, c'est cool. Mais si ça part en vrille, regardez encore hier, Trump parlait de mettre des droits de douane de 25% sur tous les pays qui achètent du pétrole au Venezuela. Tous les jours, il y a une nouvelle information. Donc, face à cette incertitude, du tweet qui arrive en début d'après-midi, quand il se réveille, je ne sais pas s'il boit du café ou du thé, je ne sais pas, mais tout ça maintient le marché dans une incertitude. Mais donc, en tout cas à court terme, voilà, ici vous avez un dépassement d'SMA 200, EMA 200, on a réintégré, on a repris, il ne faut pas repasser en dessous, donc il faut arriver à tenir 85 000, il faut tenir les 85 500 ici sur le BTC. Notez aussi en Ichimoku Daily, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, et il y a cette trend en noir qu'on a dépassée. Donc ça ne se joue pas à grand chose, on n'est pas loin. Hein. Quand j'enregistre la vidéo, on a 86 500, il ne faut pas repasser sous 85 000 en clôture, sinon on revient. On retournera au sud, et pourquoi pas même revenir retest cette trendline ici que vous voyez en bleu. Il y en a partout, je sais, mais qu'est-ce que c'est que cette trendline que vous voyez en bleu ici? Ben, c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. Qu'on n'a pas testé, hein. Regardez, on l'a pas testé. On s'en est approché, mais on n'a pas fait le vrai test. Alors, est-ce qu'il faut aller la tester pour vraiment repartir? Regardez, on est passé pas loin. Hein. Ici, le 11 mars, on est passé pas loin. Voilà, alors moi dans le cas de figure, tant qu'on se maintient au-dessus de tout ça, j'ai toujours mon décompte en weekly d'une 1, d'une 2, d'une 3, d'une 4, d'une 5 qui n'est pas terminée, avec toujours mes targets de 5, à l'intérieur de laquelle on aurait fait une 1 de 5, une 2 de 5, et donc ce printemps, j'attends le point de départ d'une 3 de 5. Ce serait quoi le dépassement d'une résistance qui donnerait le point de départ Pour moi, il faut réintégrer l'ancien range. Donc, concrètement, vous voyez bien que c'est cette zone, c'est 92K. 92K, c'était l'ancien range en cours de clôture. C'est cette ligne de tendance ici. C'est plein de résistance en Ichimoku. C'est vraiment les 92K qu'il faudrait être capable de redépasser avec fracas. Et voilà, là, on est dans une compression là à court terme qui est incertaine. Il y a bien sûr aussi le rôle du S&P 500, lui qui s'est bien repris. Je trouve que c'est prometteur. Lui, je pense qu'il a botomisé ici au-dessus de sa vague 4. Alors, est-ce qu'il l'a construit encore ou pas? Notez d'ailleurs que comme le cours du Bitcoin qui essaye de reprendre sa moyenne mobile à 200 jours ici, alors sur le contrat futur, on l'a toujours tenu. Hein. SMA 200 et EMA 200 sont ici sur le contrat futur. Mais sur le Bitcoin classique, on essaye de reprendre SMA 200, EMA 200. Vous pouvez noter que le S&P 500 aussi, donc lui, il revient ici au contact de cette résistance. Là, vous voyez, bon, c'est une zone importante. Est-ce que c'est qu'un pullback? Est-ce qu'on va faire un double bottom? Est-ce que, bon. Dans tous les cas, vous prenez le graphique weekly à gauche, ici, le marché a tenu le cumulo. Moi, je pense que ça ressemble à une vague 4. Moi, je reste toujours confiant pour que d'ici la fin d'année, on a cherché les 6500 points. Et encore une fois, je pense que pour se libérer et pour vraiment croire en une reprise intéressante et pas simplement un petit rebond court terme, eh bien, le marché a besoin d'être... Il y en a marre d'incertitude commerciale, en fait. Le marché a besoin, une fois pour toutes, que les règles de ces fameux tarifs réciproques soient connues. D'ailleurs, je vous montre, hein, je suis ici sur un article Bloomberg qui parle de ça tous les jours. Voilà comment le président Trump appelle le mercredi 2 avril Liberation Day. Donc c'est un truc, il a ça en tête tous les jours.
Ils se frottent les mains tous les jours. Je vais mettre des tarifs douaniers. Alors, tarifs douaniers réciproques, c'est quoi? C'est si par exemple l'Union européenne met des droits de douane, je dis n'importe quoi, je connais pas, de 12% sur l'automobile américaine, les États-Unis feront pareil. Et si par exemple actuellement les États-Unis avaient des droits de douane de 8% et l'Union européenne de 12%, ça fait qu'une augmentation de 4%. Voilà, donc ça finalement c'est un moindre mal. Et ensuite le moindre mal des moindres mal, c'est d'exclure certains secteurs. Bah, typiquement pour l'Europe, pour la France par exemple, tout l'alcool, tout le secteur de l'alcool. Est-ce que ça va être exclu ou pas? Bon, il y a des négociations en cours actuellement entre la Commission européenne, les États-Unis, les États-Unis, la Chine. Tout le monde se parle tous les jours. Et puis lui, il tweet. Enfin, il fait des messages sur Trust Social et sur X. Mais donc c'est vraiment ce qui inquiète le marché et je pense que tant que nous n'en savons pas davantage sur cette histoire de Liberation Day, cette courbe de liquidité ici qui nous annonce du bon, alors elle nous annonce du bon si on tient compte d'un décalage de 70 jours. En termes de corrélation, c'est pas moi qui les ai calculés, hein, je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir sur des chaînes anglo-saxonnes qui traitent ça très sérieusement. Bon, ils calculent des coefficients de corrélation, ils importent des datas, c'est tout con. C'est soit 70 jours, soit 100 jours. Sur longue période, c'est le 100 jours qui est le plus percutant. Mais sur notre cycle actuel, c'est le 70. Voilà. Donc 70, c'est pas au jour près, mais en gros c'est début avril. Et comme par hasard, la mise en place des tarifs réciproques, c'est le mercredi 2 avril. Donc pour moi, pour être capable de se caler à cette hausse de la liquidité, il faut lever l'incertitude de tarifs douaniers archi-agressifs. Ça va se jouer là-dessus et sur rien d'autre. Bon, peut-être aussi la géopolitique, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. On ne sera pas fixé début avril, sauf si... bref. Bon, dans les lueurs aussi d'espoir, il y a bien sûr le dollar américain. Les institutionnels viennent de passer très légèrement net vendeur sur le dollar américain. Historiquement, lorsque le dollar donne un signal de vente en termes techniques et de positionnement, c'est favorable au marché des crypto-monnaies. Là, c'est donc le dollar US face à un panier de devises. Là, vous avez les datas uniquement face à l'euro, où effectivement, eh bien, la position nette est repassée en territoire positif. Ce fut à chaque fois un bottom majeur du cours de l'euro-dollar. Là, c'était le point bas de la crise sanitaire. Là, c'était la fin du bear market. Et là, on a un même signal. Ça, ce sont des choses, pareil, ça agit toujours avec retard, qui sont plutôt prometteuses pour le printemps. Alors les alts maintenant, en bref, les alts. Eh bien, les alts, dans les graphiques de l'espoir, j'ai toujours celui-là, le ratio Others sur BTC. Donc toutes les alts, en fait, qui sont en dehors du top 10 sur Bitcoin, avec alors là je suis en échelle logarithmique, là je suis en échelle arithmétique. Laquelle compte? Il faut toujours jongler entre les deux. Dans tous les cas, on a ce support dynamique. Ici, ce fut le point de départ de la saison des alts en janvier 2021. Et on a toujours cette divergence. Ça, c'est vraiment un graphique sur lequel on se dit, bon, à un moment ou à un autre, ça va être en soutien des alts. La structure de Total 3 aussi est pas dégueulasse. Il y a eu ce pump de Trump, le marché retrace dans une sorte de compression en biseau. Il y a des divs, ça peut être aussi une structure en zigzag A, B, C avec une longue C qui a retracé 61,8 de tout ce pump qui avait démarré depuis le drop de début août. Mais c'est pareil, il faut dépasser une résistance. Notez comme on cale sous EMA 200, on cale sous cette résistance, on est en attente en fait. Et en attente d'en savoir plus sur cette guerre commerciale. Vous avez aussi sur CoinGlass le Alt Season Index, où en général on peut s'attendre à un début de saison des alts, en tout cas pas loin lorsqu'on arrive dans la zone basse, et là le marché effectivement, alors il est revenu dans la zone basse, il en est sorti, il revient dessus, là c'était le début de la saison des alts par exemple, c'était en septembre-octobre dernier, là ce fut le mouvement d'octobre-novembre 2023, et tout était parti de cette zone basse. On y est entré, mais est-ce qu'on s'y a enfoncé assez profondément ou pas? Vous voyez, le support est plutôt là. Alors, est-ce qu'il ne manque pas un dernier? Bon, en tout cas, ce sont des choses que je suis, mais on n'a pas encore, je trouve, de toute façon, sur Bitcoin, on n'a pas eu de... Il y a une stabilisation sur support, on voit qu'on essaye de construire quelque chose, mais il n'y a pas le signal du redémarrage, encore. Et je pense que pour cela, nous avons besoin d'être fixés définitivement sur cet aspect guerre commerciale.
Et donc, en bref, les autres marchés, mais tout le monde attend de toute façon Bitcoin, tout le monde attend Bitcoin. Sur Solana, on retrouve aussi le signal de buy sur le hash ribbon, alors qui marche surtout sur Bitcoin. Mais on a ce gros support qui tient, et on peut envisager que ce soit une zone basse sur le Solana, même si on la reteste une dernière fois. C'est une zone intéressante sur le sol, et c'est aussi une zone de SSB sur l'Ishimoku Weekly. Sur le BNB, lui, on a aussi le même signal. Il a toujours tenu cette trendline. Ça va être tant que le BNB tient, c'est prometteur pour l'ensemble du marché. Et lui, il est toujours en starting box sous son ancien record historique. Ça se reprend bien. On a une belle structure de reprise. Donc ça, c'est toujours aussi prometteur. Même le TH, qui a vraiment du mal, qui est faible, tente lui aussi, c'est un peu comme Bitcoin, on peut avoir une lecture ici de grande vague 2. Le marché qui a retracé 50% de toute la hausse depuis juin dernier. On a ici une structure qui peut être une structure en zigzag. On a un début de reprise. On a des petites dives. Mais pour redonner un signal de force, il faudrait au minimum redépasser les 2130 $. Vous avez aussi un ratio ETH-BTC qui est dans une zone basse. Bon, ce sont des choses que je surveille. Et, et quant au jeton, alors le jeton e-gold, bon, je suis pas. Alors, ok, alors il y a eu cette grande phase de hausse. Le marché a retracé 50% de toute cette phase-là, je suis en log. Il y a une div, ok, en weekly, en daily. Mais pour avoir un signal de force sur ce jeton-là, je le traite pas parce que j'en suis fan, mais parce que vous me l'avez demandé dans le sondage habituel. Il faudrait redépasser cette zone. Il faudrait faire sauter ça. Voilà. Refaire sauter les 22, cette zone des 22-25. Et là, ok, ça repart. En tout cas, bien sûr, c'est plus le moment de shorter avec toutes ces divs-là. C'est plutôt le moment de scruter un éventuel signal de force. Pour résumer, donc, cette semaine à très court terme, on peut y croire tant que le marché s'accroche et défend sa moyenne mobile à 200 jours et sa moyenne mobile exponentielle de 200 jours et qui est juste au contact des cours. Merci les amis et bonne journée.